Alors, on débute tout de suite avec une troisième question centrée sur les EHPAD, la manière dont les approches design peuvent repenser les services et les organisations de ces établissements. Peut-être d'un mot, Diane, avant, très rapidement nous rappeler les rapidement, vous l'avez fait hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, les grandes étapes de la démarche design. C'est important tout de même de le rappeler, Oui. parce qu'on va le retrouver au fil des projets. Tout à fait. Alors, comme le disait Stéphane Corbin dans la démarche de design, c'est qu'elle est structurée par, je dirais, deux grands principes. Le principe de co-construction, c'est finalement réaliser un projet, ça se monte à plusieurs, mais c'est aussi une réflexion mutuelle. Voilà. Et également, je dirais, de mobilisation de l'expertise des personnes concernées. Et donc, finalement, ces principes intéressent particulièrement la CNSA, puisque la participation des personnes concernées, elle nous semble un levier, je dirais, privilégié d'amélioration et d'innovation au service de la qualité de vie des personnes concernées et de leur autonomie. Peut-être préciser très rapidement, c'est que plus spécifiquement, l'appel à projet 2018 et sur le design social qui a conduit le soutien de ces 16 beaux projets, c'est que la CNSA a souhaité contribuer à finalement un travail d'acculturation du secteur aux approches de design, mais également d'encourager ces collaborations avec les acteurs du champ de l'autonomie et les designers, et enfin de tester la capacité du design comme vecteur pour apporter des solutions concrètes. Voilà. En tout cas, je suis vraiment ravie. Hier était une très belle session et je suis persuadée que celle-ci sera encore riche et avec des débats riches et structurés. Oui, Voilà. oui, auxquels évidemment nos internautes connectés participeront et prendront part et qu'ils nourriront et qu'elles nourriront. Merci encore à vous d'être connectés. Nous avons un grand témoin et Diane, je vous repasse la parole pour Oui. nous la présenter. Alors, nous sommes ravis de présenter donc Fanny Cérès, qui est donc architecte et plus particulièrement cofondatrice et associée à l'atelier Architecture humaine. Vous êtes, si je puis dire, une spécialiste de l'architecture dans le champ du vieillissement. Et vous accompagnez donc les établissements médico-sociaux dans leur transformation dans une logique inclusive, domiciliaire et également centrée sur l'humain. Et ça, c'est un point qui, je pense, vous caractérise et c'est pour ça qu'on voulait avoir votre regard. Merci. Merci à vous. Alors, on va commencer avec deux projets pour penser le cadre de travail, penser le cadre de résidence des EHPAD, des projets qui illustrent les difficultés d'intervention dans ces milieux sous tension, mais aussi le champ des réalisations possibles à travers une approche design. Le premier exemple nous conduit du côté de Lille, de la résidence des Dahlias, qui se trouve à l'intérieur du CHU, du pôle de gérontologie du CHU. C'est un EHPAD médicalisé qui a engagé une démarche design pour se repenser à l'aube d'un chantier de rénovation comme lieu de soins, mais aussi comme lieu de vie. Pour en parler, on a avec nous Marine Royer. Elle est designeuse, docteure en anthropologie et maître de conférences à l'université de Nîmes. Elle est aussi directrice d'un laboratoire de recherche qui travaille sur des projets d'accompagnement de collectivités, d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Vous avez notamment expérimenté récemment un tiers-lieu ambulant d'EHPAD. Alors, on n'ira pas sur ce projet-là, mais en tous les cas, l'appellation est intéressante. Et peut-être que dans une prochaine restitution, on pourra parler de ce projet-là. Pour ce projet, celui qui nous concerne sur les Dahlias, vous avez été accompagné dans votre immersion d'un ou deux designers, d'un sociologue, de 17 étudiants de l'université qui ont aussi pris part. Sur cette immersion, on va en parler, une grande immersion d'un an à l'intérieur de cet établissement. Je vous laisse nous tracer les grandes lignes de ce projet que vous avez conduit au Dahlia. Merci à tous. Alors j'ai juste un petit problème technique, c'est que le lien pour changer les diapositives ne fonctionne pas. Donc si vous pouvez le faire pour moi. Merci beaucoup. Donc merci Régis, vous avez dit Lille, c'est Nîmes, mais bon, on vous en veut pas. Je vais essayer de reprendre tout ça. Donc le projet a eu lieu au pôle gérontologique du CHU de Nîmes.
Serre Cavalier, et il a été fait en partenariat avec un groupement de 2 designers d'une agence qui s'appelle La Bobine, d'un sociologue et de moi-même, donc qui suis designer et enseignant-chercheur, vous l'avez dit. Et la problématique de départ, c'était d'essayer de questionner en fait ces lieux, qui sont bien sûr des lieux de vie pour les personnes qui y vivent, mais qui sont quand même réglementés par tout un tas de règles plutôt liées au milieu sanitaire et notamment au CHU. Et donc l'idée, c'était de se questionner sur l'hospitalité de ce lieu et comment on peut passer d'un lieu où l'on se loge à un lieu où l'on habite. Je veux bien qu'on passe à la deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, on est reparti en fait du projet de service tout simplement. Je pense que ça, c'est vraiment très important de le dire, puisque pour moi, ça fait partie des grands fondamentaux du design social, de s'inscrire en fait dans les dynamiques préexistantes au projet. Et donc, le projet de service, c'était le projet Calme, donc qui signifie comme à la maison un EHPAD, qui était initié par Anne-Laure Fourmont, donc qui est la cadre de soins à l'intérieur du Dahlia, et qui avait initié tout un tas de choses autour de notamment de l'approche Montessori et bien sûr du respect en fait de chaque personne, chaque résident en tant qu'individu. Et donc notre projet, eh bien, il a fait de ce projet institutionnel en fait son cadre pour pouvoir se développer. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc c'est un projet qui a été mené pendant, on va dire, une grosse année et demie et qui n'est d'ailleurs toujours pas fini, puisque donc j'aurai l'occasion d'en parler en conclusion, mais il y a des perspectives réjouissantes à ce projet. Donc il y a eu différentes étapes que vous pouvez retrouver sur le site du projet, donc c'est projetcalme.fr. Et ces différentes étapes, elles ont été composées donc comme ceci. Donc, dans un premier temps, ce qu'on appelle un état de l'art. Donc, c'est l'idée de pouvoir récolter, collecter des projets existants, la littérature existante autour de cette question de l'hospitalité dans un EHPAD. Nous en avons fait, j'en profite, un livret qui est téléchargeable sur la plateforme de ressources inspirantes, donc qui est ici, que vous pouvez donc télécharger. Tout ce qu'on a produit est en open source. Et ce livret, il reprend, donc il présente 40 projets qui nous semblent particulièrement inspirants en les rethématisant. Ensuite, parallèlement, nous avons fait une immersion. En allant observer les différentes pratiques, les différentes problématiques sur le terrain. Puis une phase de co-conception, donc en repartant des idées pour essayer de les développer et de voir quelles idées nous allions finalement pouvoir pousser. Et de cette période de co-conception, nous avons initié un projet pédagogique avec les Masters 2 de l'Université de Nîmes pour expérimenter certaines de ces idées. Voilà, puis on est suivi donc une dernière phase plutôt de préconisation et d'évaluation que nous avons donc synthétisé dans les différents livrets. Slide suivante. Donc la présentation, bien sûr, elle ne peut pas revenir sur tout ce que nous avons expérimenté. Ça, vous pouvez les expérimentations, vous pouvez les trouver dans le livret 3. Ça fait un peu téléachat, mais tant pis. Donc, kit de déploiement et des solutions. Donc, à l'intérieur de ce kit de déploiement, vous trouvez 4 grandes familles à l'intérieur desquelles il y a les solutions qui ont été développées. Donc là, j'ai choisi de vous présenter une solution par grande famille. Donc la première la première idée, c'est l'idée de faire une place du village, une mini-place devant le Dahlia. Donc vous voyez là sur les images. En effet, il y avait une terrasse qui se situait derrière le bâtiment et qui n'était pas trop utilisée, alors même que devant donc, le Dahlia, alors qu'il n'y avait pas grand-chose, une chaise ou deux, il y avait souvent des personnes, des résidents et des professionnels. Et l'idée, ça a été de repartir en fait de ces usages préexistants et d'essayer de les améliorer en créant un aménagement qui pouvait accueillir véritablement les personnes, différentes personnes habitant dans le Dahlia, pour leur offrir un moment de qualité et pour qu'elles puissent en fait bénéficier de l'activité qui se situait bien sûr plus devant la résidence que derrière. La slide suivante.
Donc, la deuxième grande thématique des idées tourne autour de la question des activités et cette idée qu'on peut essayer de proposer des activités aux résidents qui soient des activités soit libres, soit des activités qui leur est utiles pour améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie à l'intérieur de la résidence. Et l'idée, donc là, c'est de pouvoir faire un atelier pour que chaque personne puisse créer elle-même pardon, sa propre boîte aux lettres et pouvoir essayer de mettre en place à l'intérieur du Dahlia un système d'envoi de lettres, de messages pour essayer de rendre un peu plus domestique en fait ces pas de porte qui actuellement sont des couloirs avec des portes qui n'ont pas vraiment d'individualité ou de personnalisation. Merci pour la slide suivante. Donc, la troisième grande thématique, c'est notre souhait de valoriser donc, le projet institutionnel, je le disais en introduction. Et donc là, ce que nous avons expérimenté et même mis en œuvre, c'est la possibilité de retravailler sur le livret d'accueil des soignants, hein, parce que bien entendu, lorsqu'on arrive dans une résidence, il y a énormément de choses à savoir lorsqu'on est un professionnel de santé, la façon dont on doit bien sûr travailler quotidiennement, mais aussi les valeurs que porte en fait le projet institutionnel. Et donc là, ça a été de travailler avec la cadre de soins sur la mise en place d'un livret qui soit un peu plus qualitatif, avec des illustrations et qui porte vraiment ce projet institutionnel comme étant au cœur en fait du travail des professionnels de santé. Et Marine, oui, on va s'arrêter là parce que juste il y a un temps imparti et donc comme il faut que pour l'ensemble des présentations, on reste un peu dans le timing. Le quatrième, c'est sur les partenariats mis en place avec d'autres associations et ça, on le verra aussi sur d'autres projets. Donc, on va… Et le site Un Projet Calme, il est référencé sur le chat, hein, donc vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble des projets. Je voudrais qu'on complète de quelques points pour aussi interroger la méthode que vous avez employée et les impacts que ça a eu. On prendra aussi les questions des internautes et puis le regard de nos intervenantes, bien évidemment. Il y a eu une immersion très longue et on va le voir par rapport aux autres projets. 1 an, vous avez même fait une sorte de résidence de travail au sein de cet établissement. En quoi c'était une condition nécessaire pour la démarche qui était la vôtre de vous impliquer autant et aussi longtemps au sein des équipes, au sein de l'établissement? Oui, donc c'est une immersion qui a pu être longue parce que on vivait déjà tous à Nîmes, donc ça c'est important, mais on était vraiment à côté du lieu et on a souhaité vraiment. Alors bien sûr, on n'a pas vécu au Dahlia pendant 1 an, mais on avait vraiment essayé d'y aller ponctuellement le plus possible. C'était l'idée qu'on ne peut pas voir apparaître les problématiques lorsqu'on le désire, lorsqu'on est là sur une journée de travail assez dense, et qu'il faut laisser du temps aux équipes d'apprendre à nous connaître, à nous de comprendre aussi le fonctionnement d'un établissement. Pour moi, c'est très important, dans une perspective vraiment d'ethnographie, hein, de pouvoir donner du temps à cette phase d'immersion qui est nécessaire, qui est absolument nécessaire. Vous me le disiez quand on en discutait, il y a eu tout de même des moments clés finalement, parce que vous avez gagné assez vite par cette immersion la confiance des équipes qui avaient déjà entamé des démarches avec notamment Montessori, vous l'avez dit avant, pour essayer de faire évoluer les choses. Donc vous avez gagné la confiance des équipes, mais vous dites qu'il y a eu des moments clés, notamment dans les appels à projets, notamment dans la présentation de la démarche design, ou peut-être qu'avec le recul, vous auriez pu le faire un peu différemment pour mieux souder la démarche et son aspect un peu collectif, si je puis dire. Oui, c'est sûr que le projet, je pense qu'il faut être tout à fait transparent par rapport aussi aux limites hein, de ces projets d'expérimentation. C'est que le projet, il a été vraiment initié par la direction du CHU et que pour moi, il aurait fallu intégrer les équipes vraiment en amont, justement, dans l'écriture du projet pour qu'elles soient plus partie prenante même des enjeux du projet, pour pouvoir être plus soutenantes parce que on s'est présenté à elles une fois que le financement avait été gagné, une fois qu'on va dire que le projet était déjà un peu ficelé. Et oui, après coup, je pense qu'il y a vraiment tout un enjeu très important de mobilisation des équipes parce que, bon, on sait bien, hein, c'est un secteur où il y a beaucoup d'autres problématiques et où les équipes sont relativement épuisées. Donc, elles nous voient arriver comme
des gens un travail en plus pour elles, alors même qu'on essaye, nous, d'essayer de faciliter leur quotidien. Il y a plusieurs autres, évidemment, HP, projets que vous avez menés ou que vous auriez aimé mener. Il y en a un peut-être qui n'a pas été mené, mais que je trouvais extrêmement intéressant dans le fond et dans la forme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement? C'est l'idée d'intégrer une monnaie locale au sein de l'EHPAD. Pourquoi et comment cela aurait pu se faire? Oui, on s'est posé cette question au moment de la problématique de, alors quand on vit chez soi, il nous arrive d'avoir des invités, ce qui arrive aux résidents lorsqu'ils accueillent leur famille ou leurs amis. Et c'est vrai que le fait d'être, de ne pas pouvoir, lorsqu'elles elles sont vraiment intégrées dans la résidence, ne pas pouvoir payer un café, tout simplement même, hein, ça nous semblait un point sur lequel on pouvait travailler concernant cette question de comment on fait pour habiter un lieu et ne plus simplement y loger. Et donc, l'idée, c'était de mettre un petit café, une expérimentation de café en place et pourquoi pas avoir une monnaie locale pour pouvoir payer son café, aller payer son journal et essayer de faire vivre cet écosystème, en fait, comme s'il s'agissait d'une vie de quartier pour une personne âgée. Merci beaucoup Marine. Je suppose que c'est une initiative qui parlera à Fanny Cérez et aux approches qu'elle porte. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on complète avec le deuxième projet qui s'inscrit un peu dans la même démarche. On va aller cette fois en Dordogne, un EHPAD bien évidemment, qui a voulu lui aussi repenser ses espaces et en particulier son espace d'accueil qui était, comme c'est le cas à Nîmes, de plus en plus un peu occupé par les résidents, moins lisibles, moins convivial. L'établissement a pour cela, dans le cadre de l'appel à projet, fait appel à l'agence Care & Co, qui est une agence qui depuis 8 ans travaille sur des démarches design associées au monde de la santé et au monde du médico-social. Pour en parler, on a Denis Pellerin, il est cofondateur de l'agence qui est avec nous. Bonjour Denis Pellerin. Bonjour Régis. Bonjour. Alors je vous laisse en 3 minutes, on peut peut-être déborder à 4,5, nous présenter le projet et puis on en discute après. Ça marche. Merci beaucoup donc, de nous donner l'occasion de présenter ce projet. Donc, pour faire très court, on est au centre médicalisé de l'Olme. On est au sud de la Dordogne. C'est un centre médicalisé qui abrite un EHPAD et un SSR, qui accueille en tout une centaine de résidents. L'établissement, il a un rôle qui est dans un contexte rural à faible densité médicale, il a forcément un rôle qui est très important. Donc, le centre médicalisé s'est associé à Care & Co, donc la branche santé de User Studio, pour repenser l'expérience d'accueil de ce centre et améliorer le quotidien des résidents. Donc, les équipes de l'Olme ont effectué des aménagements au fil des années en fonction de l'évolution de leur mission, ce qui est tout à fait normal. Et comme la majorité des établissements de soins, les équipes se concentrent au quotidien en priorité sur le bien-être des résidents et répondent en fait aux urgences dans des temps qui sont malheureusement très courts et avec des moyens qui sont souvent contraints. Le centre médicalisé avait mis en place une enquête de satisfaction qui a permis de révéler des défauts. Par exemple, les résidents, on le voit sur cette image, ils aiment séjourner dans le hall d'accueil, car le hall d'accueil, en fait, est tout simplement un espace qui est animé. Et dans un quotidien qui est monotone, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est une vraie distraction. Or, les familles, les futurs résidents et les patients qui viennent en rééducation sont généralement assez déstabilisés lorsqu'ils pénètrent dans le hall parce que ça les projette un peu brutalement dans leur angoisse de vieillir. Et en plus, on le voit là encore sur cette image, l'encombrement du hall à certaines heures de la journée, ça représentait un risque avéré en fait, pour les résidents qui circulent, des résidents qui n'ont pas forcément toute la possibilité de bien marcher ou de bien circuler. Donc, on a mis en place une démarche d'observation sur le terrain pour être au plus près du quotidien, recueillir des témoignages et recenser les habitudes des différentes parties prenantes. De cette manière-là, on a pu dresser un panorama complet des points forts et points faibles de l'expérience d'accueil
ce qui nous a permis d'imaginer une série de 22 pistes de projet. Donc, ces pistes de projet, elles ont été priorisées, maquettées pour être testées sur place dans le but de consolider les hypothèses qu'on avait formulées. Par exemple, c'est ce qu'on peut voir sur cette image-là. La banque d'accueil, elle a été repensée pour se trouver face aux personnes qui entrent dans le hall. Donc, en prototypant cet aménagement, les équipes ont pu s'apercevoir que l'espace libéré permettait aussi de régler un autre problème, qui était le stockage des fauteuils et des ambulateurs au moment du repas. Mais ça améliorait aussi significativement en fait, la perception de cet espace qui devenait encore plus vivant. Et ça avait, on va dire, des bénéfices et un intérêt, tant pour les résidents que pour les personnes qui fréquentaient ce lieu pour la première fois. Pour conclure, donc la directrice de l'établissement, Madame Verdon, elle rapporte en fait que la démarche, elle a produit un foisonnement d'idées qui est vraiment inhabituel pour un établissement comme le leur, qui est organisé et qui fonctionne généralement dans la résolution de problèmes du quotidien. Et donc, même si on sait, comme le projet de Marine précédemment, même si on sait que toutes les idées, elles ne pourront pas être réalisées en tant que telles, elles ont permis à l'équipe déjà de s'interroger, d'engager le dialogue autour de projets que le centre aimerait développer à l'avenir. Et les équipes, maintenant, disposent d'un plan d'action sur plusieurs années qui aide aussi tant les équipes, mais aussi la direction, à moduler les investissements au regard des capacités financières et des missions qui leur sont données, puisque c'est des missions qui sont amenées aussi à être de plus en plus vastes. Voilà pour la présentation du projet. Merci beaucoup, merci Denis. Quelques questions pour compléter là aussi. Là encore, n'hésitez pas à poser des questions à Marine, à Denis, je vais les relayer bien évidemment. Il y a, Marine, on n'en a pas discuté avec elle, mais elle me le disait, une des problématiques aussi qu'elle a rencontrées, c'est d'expliciter au début ce qu'est une démarche design pour avoir une bonne entente sur les attendus de ce type de projet, qui n'est pas qu'un projet décoratif, si je puis dire, d'aménagement un peu visuel, mais c'est vraiment une démarche de changement des services, des pratiques. Ça fait 8 ans que vous travaillez dans le secteur de la santé et du médico-social. Est-ce qu'il y a encore des difficultés à construire l'adhésion autour de ce qu'est la singularité de cette démarche-là dans ce milieu spécifique auprès de ce type de professionnels? Et si oui, quelles sont les principales difficultés que vous connaissez, que vous rencontrez? Alors, j'enfonce un peu une porte ouverte parce qu'on est User Studio conçoit des services dans tout un tas de domaines et s'intéresse particulièrement, grâce à Carenco, à la question des enjeux dans le domaine de la santé et du médico-social. Si je fais simple, en fait, un service de transport qui ne fonctionne pas, c'est vraiment hyper pénible. Mais un service de dialyse qui ne fonctionne pas, c'est critique. Donc, je dirais qu'on pourrait identifier qu'il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est que, en fait, on ne peut pas se mettre vraiment à la place d'une personne qui souffre, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut redoubler vraiment d'ingéniosité pour aider, en fait, les patients, les soignants à exprimer leurs besoins et leurs impressions, malgré les capacités d'expression, par exemple, des patients qui peuvent être amoindries. Par exemple, dans le projet de l'Olm, comme tous les résidents ne pouvaient pas s'exprimer verbalement, on a beaucoup utilisé la maquette in situ pour recueillir des retours en fait, sur les 22 pistes de projet, essayer de trouver un peu comment prioriser ces pistes. Mais aussi, il y a une deuxième difficulté, c'est qu'on ne peut pas offrir un service qui ne fonctionne pas. Dans le domaine de la santé, c'est très particulier. On doit faire beaucoup de tests, beaucoup de mise en situation avant de déployer un service. Donc, moi, je vois deux difficultés peut-être pour résumer. C'est il faut encore mieux saisir les usages malgré la difficulté de les saisir et garantir encore plus qu'on va parfaitement faciliter les usages. L'un des intérêts de ces projets, c'est leur... alors, je ne réussissais pas à le dire hier, je pense que je n'y arriverai pas aujourd'hui non plus, surtout le matin. C'est la mais elle m'aide, Diane, généralement. Reproductibilité. Voilà, vous êtes trop fort. Voilà, je suis très aidé, c'est bien. Je vais y arriver. La reproductibilité, c'est ça? Oui.
Ouf. Des projets, leur capacité à s'industrialiser, pourrait-on dire autrement. Il y a dans ce projet-là vraiment une matrice importante autour de ça, c'est-à-dire l'idée, c'est aussi de générer un outil d'autodiagnostic pour que tout EHPAD puisse aussi interroger cet espace-là et travailler. Comment est-ce que il pourrait être pris par d'autres établissements, cet outil d'autodiagnostic? Comment est-ce qu'ils peuvent aussi y accéder, si je puis dire? Oui, bien sûr. Donc la reproductibilité, c'est une question qui a été fondamentale en fait très très tôt, qu'on a posée immédiatement avec, je me souviens très bien, avec Romain Sibyl dans les premières réunions, parce qu'en fait, si je fais simple, tout ce qu'on fait en fait c'est considéré comme du luxe. Donc comment on pouvait dépasser cette question-là, mais surtout comment capitaliser sur l'expérience, alors là par exemple de l'Olm, mais ce sera la même chose pour le travail que Marine a pu faire, sans tomber dans les travers du copier-coller. Et donc plutôt que de donner des réponses, c'est ce que je montrais à la fin là, sur la dernière slide, ce qu'on a préféré, c'est établir une grille de questions. Par exemple, être accueilli, s'orienter, se retrouver, se réorganiser. Et tout ça complété d'ingrédients, de suggestions d'acteurs à mobiliser, en fait comme une sorte de pense-bête qui serait adressée aux équipes pour les aider à traiter de la question de l'expérience d'accueil de manière assez simple et assez décomplexée. Ce qu'on voulait, c'était que ça serve un peu d'une première marche pour aider les établissements à animer une première discussion avec leurs équipes et les aider à identifier ce qu'elles peuvent faire par elles-mêmes avant d'avoir recours à des expertises comme les nôtres. Et évidemment, on espère que ça donnera envie à certains de ces établissements de toquer à la porte du design ou de professionnels pour aller véritablement plus loin. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a conçu les choses. Du coup, question posée par un ou une de nos téléspectateurs ou téléspectatrices. Le lien vers cette expérience, il est accessible comment? Et le lien vers cet outil d'autodiagnostic? Alors, il y a évidemment des liens qui vont être sur les rapports de la CNSA. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi sur notre site. Mais c'est aussi des choses qu'on encourage en fait, on encourage aussi les structures qui s'intéressent à ces questions à entrer en contact avec, par exemple, le centre médicalisé de l'Olm, parce qu'il n'y a pas mieux placé aussi qu'un acteur qui a déjà fait cette expérience pour pouvoir témoigner et pour pouvoir aider aussi on va dire à guider vers les écueils, vers les précautions à prendre avant d'engager une telle démarche. Je vais vers nos intervenantes. Diane, déjà, est-ce que vous avez une question à l'un ou l'une de nos porteurs et porteuses de projets? Oui, tout d'abord, merci pour ces deux présentations très riches. J'aurais peut-être une question pour Marine. Pour la résidence d'Alia. Et je trouve que c'est un projet qui va, je dirais, au-delà des attentes du projet initialement pensé et réfléchi, avec vraiment tout un questionnement sur l'amélioration de la qualité de vie dans les EHPAD, aussi bien l'aménagement des espaces, activités loisirs, partenariats, etc. Et donc c'est un projet qui est, je dirais, holistique, même si voilà, ça peut paraître un peu un grand mot. Mais voilà, ensuite, j'avais une question et je m'arrêterai là, c'est que ce que je trouve intéressant dans votre posture, c'est ce double regard à la fois de designeuse et d'anthropologue. Et j'aurais bien voulu en savoir plus sur qu'est-ce que ça vous apporte comme expertise dans les projets que vous menez. Merci Diane pour vos retours et votre question. Je pense que en fait, ça se nourrit. C'est un peu aussi la question du projet pédagogique, c'est d'essayer de croiser les regards, de se dire il y a le regard du designer qui va être dans une intention de projeter des idées dans un contexte. Il y a le regard d'anthropologue qui est plutôt là pour analyser et qui essaye de prendre en compte aussi la pluralité des points de vue et des acteurs.
Il y a aussi ma casquette d'enseignante sur ce projet parce qu'on a monté le projet pédagogique. Et là, c'est l'idée aussi d'avoir des jeunes étudiants et étudiantes qui viennent et qui, en fait, bousculent aussi un peu le travail qu'on a initié, les idées qu'on a eues, qui les re-questionnent et qui se les approprient pour en faire autre chose. Et j'ai l'impression qu'à la fin, ça permet en fait d'alimenter, de mettre de la complexité à l'intérieur des projets. Et on ne peut plus en fait faire autrement et puis vous le savez bien sûr très bien, on ne peut plus faire autrement que d'appréhender la complexité dans le secteur du vieillissement. Donc pour moi, c'est vraiment une posture qui permet de nourrir les démarches de projets en design. Ce que j'aimerais juste dire par rapport à la pluralité des solutions, c'est qu'on ne s'est pas arrêté au stade de l'expérimentation. On a tenu, parce qu'on a beaucoup mobilisé les équipes, hein, vous le rappeliez Régis, quand même un an et demi sur le terrain. On a tenu vraiment à ce qu'à la fin, l'équipe du Dahlia et bien sûr les résidents puissent bénéficier de certaines de ces expérimentations en se pérennisant. Donc en ce moment, l'un des projets de salon est en train d'être finalisé, le chantier est en train de se finaliser, et la terrasse que je vous présentais précédemment sera normalement, enfin le chantier va commencer en février. On est très fiers de ça, de dire que la CNSA, voilà, vous nous avez aidé à financer des expérimentations, et avec l'aide bien sûr du CHU et de la direction du CHU, on a réussi à concrétiser pour pouvoir rendre une partie des bénéfices vraiment directement aux équipes et aux résidents aujourd'hui. Ah bah vous venez de répondre en plus de ça à une question qui vous était posée pour préciser les perspectives réjouissantes que vous mentionnez tout à l'heure. Elles sont là et les voilà, vous anticipez même les questions des auditeurs, c'est pas rien. Fanny, peut-être un regard, un point de vue sur ces deux projets. Oui, alors les deux projets sont vraiment très intéressants, et moi il y a un sujet sur lequel j'avais envie de revenir, c'est cette envie de la reproductibilité. Et c'est très très tentant, et en fait tous les établissements sont confrontés à des problèmes qui sont à peu près similaires, et on a très envie d'avoir la solution prête à penser. Et moi je pense que le point là qu'il faut appuyer, c'est que ce qu'il faut reproduire, c'est la démarche, et c'est pas tellement la solution. Et que en fait la pertinence d'une solution à un endroit, elle est liée au contexte, à l'histoire, aux utilisateurs, et que c'est vraiment très spécifique. Et je trouve que là, dans le deuxième projet, l'idée de se dire comment est-ce qu'on va être capable d'apporter une grille qui pose les bonnes questions et des repères pour y répondre, ça c'est vraiment dans la bonne idée. Et l'autre point que je voulais dire, pour revenir un peu à ce que disait Marine sur le premier projet, comme à la maison, c'est que finalement, il y a des questions architecturales, et je pourrais en parler sur l'écart entre un EHPAD ou un habitat. Mais surtout, passer d'une logique d'hébergement à une logique d'habitat, c'est d'abord un changement culturel. Et ce shift de pensée, en fait, il est possible à travers cette démarche de design et à travers cette démarche où on implique les équipes pour changer un peu de regard en disant qu'est-ce que c'est qu'une expérience quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je vois, je veux offrir un café à mes proches, comment je fais. Et toute cette question de finalement comment est-ce qu'à travers ces démarches sur un projet très concret d'aménagement, résoudre un problème, on va être capable de forcer les professionnels à se mettre à la place des résidents dont ils s'occupent. Ça, c'est vraiment l'enjeu principal, je trouve, et qui ressort bien dans ces deux projets. Il y a une question, et alors à la limite, peut-être, je vous l'adresserai à vous, peut-être même Fanny, d'un ou d'une auditeur-auditrice, c'est est-ce que le fait de travailler avec des équipes et les résidents eux-mêmes n'est pas une évidence? En quoi est-ce novateur? Et je trouve qu'elle est aussi simple que finalement très pertinente, cette question. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, il faut considérer qu'ils sont légitimes. Et ça a l'air d'une évidence, mais ça ne l'est pas tellement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un milieu, comme on l'a dit, qui est très empreint de culture sanitaire, et où il y a une idée, et ça c'est culturel pour le coup, que le pouvoir, ou en tout cas le savoir, il est détenu par des experts et des sachants. Et que des résidents, d'autant plus quand ils sont âgés, qu'est-ce que vaut leur parole? On entend des choses de toute façon, ils sont tous déments, ils sont tous grabataires, ils ne savent plus rien faire. Donc quelle valeur ça a? Quelle valeur on donne à ça? Et puis ces professionnels, pareil, qu'est-ce qu'ils en savent? Quelle expertise ils ont? Certains n'ont pas de diplôme. Donc en fait, moi je suis d'accord que c'est absolument une évidence, parce que quand bien même il n'y a pas un diplôme ou un savoir particulier, il y a de l'expérience et de l'expertise liée à ce qu'ils font au quotidien et à ce qu'ils vivent. Et puis ça, je pense qu'il y a l'expérience qu'on a
Personne ne peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, c'est pas vrai, elle est ce qu'elle est. Donc je pense qu'il y a, à mon avis, ces expériences, tout ce qu'on est en train de dire là, elle va permettre justement de mettre à niveau dans cette culture, en fait, le fait que les utilisateurs, ils ont des tas de choses à nous apprendre et qu'on ne peut rien faire pour eux de pertinent sans eux. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Merci beaucoup. Merci à Marine, merci à Denis pour nous avoir accompagnés sur la restitution de ces 2 premiers projets. On va voir les 2 projets suivants qui travaillent à repenser l'identité de ces établissements d'EHPAD. Ce sont des lieux souvent stigmatisés, souvent dépersonnalisés. Et comment l'approche design permet de repenser aussi leur identité. On va commencer avec un établissement qui se situe du côté de Saint-Michel, logeant dans des bâtiments datant d'une 40aine d'années, soumis à un projet de rénovation important. La démarche design y a été intégrée pour penser autrement la signalétique et les repères de manière plus globale et donner à travers cela une nouvelle identité à ce lieu. Pour en parler, on a avec nous Alexandra Mathieu, c'est la directrice de l'EHPAD, EHPAD Compense, et Florence Mathieu de l'agence AINA, positionnée sur le design de services à destination des personnes âgées et en vulnérabilité. Mesdames, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous, je vais vous immerger dans ce projet qu'on a réalisé. Bienvenue, Monsieur Rivet, vous allez vous installer, chambre 35, deuxième bâtiment, chambre 35, deuxième étage, petit bâtiment. L'infirmière passera vous voir. Et bim, ça y est, c'est la maison de retraite. J'avais dit à mes enfants, jamais vous mettrez là-dedans. Il a fallu d'une simple chute et d'un coup, c'est toutes mes habitudes que je perds. À quelle heure on mange ici? Et ma baguette de pain, comment je vais aller la chercher? Et puis de toute façon, ici, c'est trop grand, on se perd. En fait, l'arrivée en EHPAD, c'est vécu comme un vrai traumatisme pour beaucoup de résidents. C'est tous ces repères qu'on perd, parfois même les repères de qui on est, comme cette personne nous a dit, quand on arrive en EHPAD, c'est votre identité qui disparaît. Réinventer les repères en EHPAD pour améliorer la qualité de vie des résidents, c'est le projet dans lequel on s'est lancé avec l'EHPAD André Compin à la veille d'un vaste projet de rénovation. Alors les repères, c'est un sujet très vaste, on peut parler des repères temporels, des repères spatiaux, des repères relationnels. On n'a que quelques minutes, alors allons à l'essentiel. Pour tous les êtres humains, le besoin de base, c'est manger, dormir, aller aux toilettes. Faut-il encore être capable de trouver son chemin pour aller de sa chambre à sa salle à manger? Et ça, c'est compliqué. C'est particulièrement compliqué dans l'EHPAD André Compin, où quand on se déplace, c'est à peu près comme si vous retrouviez à la gare de Châtelet sans signalétique. Alors, le premier point pour créer des repères spatiaux, c'est d'avoir une signalétique. Le gros problème, c'est que dans beaucoup d'établissements, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la signalétique n'est pas du tout adaptée aux résidents. Les résidents regardent vers le bas, donc tous les panneaux qui sont au-dessus d'eux, ils ne les voient pas. La signalétique, parfois, elle n'est pas logique. Les chambres 35 à 53 au deuxième étage, ce n'est pas évident. Ou parfois encore, elle n'est pas contrastée. Alors, c'est simple, bête et méchant, mais déjà, pour créer des repères spatiaux, il faut une bonne signalétique. C'est-à-dire qu'une signalétique qui doit être contrastée, à la bonne hauteur. On s'est aperçu que le sol est un outil hyper adapté, logique et présente à chaque point clé du parcours. Mais la signalétique, ça ne suffit pas. En fait, c'est comme dans une ville, la première fois que vous y allez, vous regardez les panneaux et puis très rapidement, vous oubliez les panneaux et vous vous repérez par rapport à une place, une cathédrale, une boulangerie. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces repères distinctifs n'existaient pas en établissement, notamment pour reconnaître son étage. En fait, vous allez me dire, si il y a des établissements où on a mis une couleur par étage. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais est-ce que vous vous souvenez de la couleur des murs du dernier hôpital où vous êtes allé? Probablement pas. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que qu'est-ce qui va nous marquer pour créer des repères? C'est des grandes masses, c'est des éléments distinctifs. Donc, à partir de là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait créer des éléments distinctifs qui aident les résidents à retrouver leurs étages? On est à Angoulême, et si on créait des grandes affiches qui évoquent l'univers de la BD à Angoulême. Le problème, c'est en 2D, donc c'est posé au mur, puis très rapidement, on s'est oublié. Puis les résidents, ça leur évoque rien. Et si on crée des univers un peu plus distinctifs, à un étage, on se retrouve dans une ambiance maison type bord de mer ou maison dans les vignes. On a présenté aux résidents, c'est sympa, c'est comme à la maison, mais ils ne sont pas capables de nommer cet univers et donc pas capables de dire où ils habitent. Et si on mettait un oiseau? Oh, c'est beau les oiseaux, ça chante. Bingo, on fait un test en se disant,
Mettons des repères distinctifs liés aux animaux. Premier étage, un petit poisson. Deuxième étage, les 2 girafes. On part donc en fait d'univers de sortie d'ascenseur qui ressemblait à celui-là, où tout se ressemble, rien n'est distinctif. Les équipes se retroussent les manches et quelques jours plus tard, tout est installé avec des univers en sortie d'ascenseur distinctifs, où on a joué sur des aménagements, des volumes différents, des couleurs, des sons, des matières, des éléments qui sont forts, qui sont distinctifs et qui créent un vrai repère. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il y a une signalétique claire. Les résidents sont accueillis avec un porte-clés qui rappelle le nom de l'étage, avec une carte de bienvenue qui les accueille et qui leur crée des repères dès les premiers jours dans l'établissement. L'impact a été fort. Les résidents se perdent moins, les équipes sont moins sollicitées et des sentiments de communauté se créent à chaque étage. Ah ben moi, avec Madame Durand, on est à l'étage des girafes. Et ben moi, avec ma voisine, on se retrouve tous les matins devant les poissons. Même Monsieur Taché. Monsieur Taché, il a des troubles cognitifs très importants. Monsieur Taché, il a des difficultés à parler et pourtant, quand il est dans l'ascenseur, il est capable de dire cuit-cuit pour retrouver les oiseaux qui sont à côté de sa chambre. Alors tout ceci, vous allez me dire, faut-il faire des ménageries dans chaque EHPAD? Non, ce n'est pas l'objectif. Vous pouvez l'adapter. Ce qui est important, c'est de se dire, pour créer des repères, il faut des univers distinctifs qui soient nommables. Les résidents doivent pouvoir donner un nom pour dire où ils habitent. Ils doivent être multisensoriels pour s'adapter aussi à toutes les déficiences des résidents. Ils doivent être vivants, ils doivent avoir de la vie. La vie, ça peut passer par des plantes, ça peut passer par des animaux. La vie, ça peut aussi passer par un lieu dans lequel on a envie d'habiter, de se poser et qui va faire que tout ça, ça crée du repère. Et puis, dernier point, ces lieux, ils doivent être co-créés avec les résidents et le personnel. Et ça, c'est le point aussi le plus important qui va sur cette question de reproductibilité dont on a parlé, c'est de se dire, pour que les repères soient appropriés, il faut qu'ils soient portés par l'ensemble de l'équipe. Alors, tout ceci n'est qu'un petit aperçu, est un avant-goût d'un vaste projet qui a été mené sur les repères. On a aussi travaillé sur d'autres questions, les repères temporels, les repères de sens, les premiers jours en EHPAD. Tout ceci est qu'un petit aperçu d'un projet qui a transformé les équipes. Vous nous avez aidé à plus nous mettre à la place des résidents. Il y a des choses dont on ne se rend pas compte car on n'est pas dans leur situation. Un projet qui a transformé le quotidien des résidents. Moi, ça met du baume au cœur de vous voir et de voir qu'on change les choses dans l'établissement. Et un projet qui nous a transformés, nous, qui avons vécu et habité plusieurs jours en EHPAD. Merci. Merci à vous pour ce beau projet. Je le dirai à travers, il y a beaucoup de messages qui sont tout de même très enthousiastes. Procédures, quantitatifs et optimisation sont compatibles avec intelligence collective, créativité, design social. Nous pouvons et devons concilier les deux. Ce n'est qu'un parmi beaucoup de messages qui accompagnent un peu vos présentations. Et sur votre établissement, c'est vraiment un programme global partant d'une thématique simple, la signalisation, qui est souvent mis en fin de rapport sur les projets de rénovation. Vous êtes dit, ce n'est pas juste un détail, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Et en creusant cette problématique de la signalisation, vous êtes arrivé à la problématique du repère. Et ça, c'est vraiment ce que la démarche design apporte. Repère abordé sur ces identités d'étage, sur aussi une signalétique au sol que vous avez remise en place pour les gens qui sont voûtés et ne peuvent pas forcément voir ce qui se met en haut. Vous avez installé des bornes digitales aussi aux différents étages sur lesquels il peut y avoir l'activité au sein de l'EHPAD qui est affichée. Comme ça, les gens voient sans forcément, parce qu'on leur dit, ils l'oublient, là, ils voient vraiment ce qu'il va y avoir, de ce qui se produit, ce qui a lieu au sein de l'établissement. Vous avez aussi travaillé sur les changements de lumière, et ça c'est quelque chose de très important pour que la lumière du jour et la lumière de la nuit soient distinctes, parce qu'en effet quand on sort en pleine nuit dans des couloirs qui sont très éclairés, on ne comprend plus forcément très bien quand est le jour et quand est la nuit. Il y a beaucoup de travaux sur les repères que vous avez menés. J'aurais envie de vous demander quelles sont les marges de progression d'un tel chantier et quelles sont les initiatives que vous n'avez pas pu vraiment réaliser ou que vous avez envie de réaliser à partir de ce qui a été fait. Alors, je vais répondre sur ces questions. Sur les marges de progression du chantier, on a eu énormément de chance sur le projet, puisque l'appel à projet est sorti en même temps que le début du cahier des charges du projet de rénovation. Et ça nous a permis de l'intégrer dès le départ, en fait, dans notre projet de rénovation. Donc, du coup,
L'architecte qu'on a pu retenir a été sensibilisé à la démarche, donc il a intégré toutes les demandes que nous avions faites avec Aïna, et ça nous a permis aussi, quand on a retenu les entreprises, d'avoir déjà des éléments à demander, à retenir pour le projet. Donc ça, c'est un élément majeur pour pouvoir le mettre en place ensuite. L'autre aspect aussi très bénéfique, c'est qu'on a pu avoir un financement complémentaire qui nous permet effectivement de continuer avec le travail avec Aïna pour pouvoir le déployer dans le cadre du projet. Donc là, effectivement, l'établissement est très bien accompagné avec Aïna et l'architecte aujourd'hui pour mettre en œuvre toute la démarche qui a déjà été faite dans le cadre de l'expérimentation. Donc ça, c'est quelque chose de très favorable et positif pour le projet. Ensuite, les limites. Alors, on a travaillé sur des sujets, effectivement, qui n'ont pas été plus poussés que ça, mais on ne les oublie pas. Nous, en interne sur l'établissement, on continue à travailler notamment sur l'expérience d'accueil, qui fait aussi partie des repères. Et c'est des projets qu'on va maintenir et pousser en parallèle sur l'établissement. Projet que vous avez aussi eu à l'idée, que je trouve très intéressant, un peu comme était la monnaie chez Anime, c'est l'idée de travailler sur les tenues. Tout à fait aussi, ça fait aussi partie des repères. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un mot ? Aujourd'hui, on a des tenues qui sont très hospitalières. Tous nos salariés, qu'ils soient agents de service pour le ménage, pour le service des repas, les infirmières, les aides-soignantes, ont toutes des tenues blanches. Les veilleuses de nuit également. Donc là, l'idée, on a travaillé effectivement avec notre prestataire qui nous propose de nouvelles tenues. Donc par exemple, pour les veilleuses de nuit, on va pouvoir avoir une tenue bleu nuit avec des petites étoiles qui rappellent un petit peu les pyjamas qu'on pourrait porter. Donc ce qui va permettre effectivement à certains résidents de différencier les agents de nuit des agents de jour. Et ensuite, on a choisi aussi d'autres codes de couleurs pour différencier les infirmières, les aides-soignants et les ASH de jour. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des repères pour nous, suite à la démarche et l'expérimentation des choses qu'on a voulu mettre en place sur l'établissement en parallèle. Alors ça a créé, vous l'avez dit, on le voit dans les témoignages, une vraie identité, même de voisinage par étage, c'est-à-dire on habite chez les poissons, il y a un aquarium aussi, parce qu'il n'y a pas que du visuel, vous avez mis des objets qui illustrent aussi les repères, les univers animaliers. Donc maintenant, ils habitent leur village comme ils habiteraient comme ils habitent leur étage. C'est une question qui est posée, comment les résidents ont participé, ont pris part à ces choix, comment se fait le travail de co-construction avec eux? Je vais peut-être commencer à répondre. En fait, il y a eu vraiment une co-construction à chaque étape, c'est-à-dire que dès les premières idées, dès qu'il y avait des idées, il y a eu à la fois des présentations de ces solutions en petits groupes. On organisait souvent des petits groupes qui avaient lieu pendant les temps d'animation où on faisait réagir les résidents à ces solutions. Et puis, on a fait aussi énormément de prototypes rapides. On l'a évoqué tout à l'heure avec d'autres projets, c'est-à-dire de tester des choses. On a commencé à changer certains aménagements et puis de les faire vivre pendant quelques semaines, quelques jours, et puis de voir comment les résidents se l'approprient, comment les équipes se l'approprient, quelle est la réaction des familles. Donc effectivement, tout ça, ça a été fait vraiment en lien très, très étroit à chaque étape, avec les résidents, avec les équipes, mais aussi avec le retour des familles qui pouvaient participer. Petit commentaire très joli, magnifique, merci pour ces projets magnifiques, dont celui-là, j'aurais aimé que ma grand-mère puisse connaître un si joli EHPAD. Ça s'appelle un beau commentaire. Peut-être on va passer au projet suivant. Merci à vous et puis on reviendra avec des questions peut-être de Diane ou de Fanny sur votre beau projet. Projet suivant qui nous emmène du côté de la Nièvre. Alors on passe d'Angoulême à la Nièvre et la belle Bourgogne. Ce projet est porté par le conseil départemental qui conduit depuis plusieurs années un programme d'innovation sur les établissements
pour personnes âgées du territoire. Ça s'appelle Maison de retraite de demain. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées sur un certain nombre d'EHPAD l'initiative qu'on va voir est menée évidemment dans le cadre de cette approche-là, dans une commune qui, pour certains, est connue, qui s'appelle Lorme. Alors, c'est une commune qui est marquée depuis longtemps par beaucoup d'initiatives citoyennes. Il y a une fanfare qui a été faite par les habitants de la ville. C'est vraiment une ville qui, dans la ruralité, essaie de réinventer la citoyenneté et la démocratie sociale. Et dans ce cadre-là, s'est interrogé la question du lien entre l'EHPAD qui est présent sur place, un EHPAD très médicalisé, et puis ce territoire vivant, plein de dynamisme, mais avec tout de même une fracturation entre ce qu'est l'EHPAD d'un côté et puis ce qu'est cette vie rurale rénovée de l'autre. Donc comment faire dialoguer ces deux territoires, ces deux mondes, ces deux univers? Ça a été votre chantier, ça a été votre ambition. Chloé Chapelet, vous êtes en charge des enjeux d'autonomie au sein du conseil départemental de la Nièvre, et Noémie Cadet, designer chez Vraiment, qui a été mobilisé sur ce projet. Je vous laisse à vous deux la parole. Merci Régis, bonjour à tous. Alors le défi qui a été le nôtre dans cette démarche, comme beaucoup d'autres projets qui ont été présentés aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'EHPAD redevienne un lieu de vie et non uniquement un lieu de soins. Et pour ça, nous, on est parti du postulat que c'est en ouvrant les portes de l'EHPAD, en reconnectant son quotidien avec le monde dit extérieur, qu'on y contribuerait. Avant de présenter, donc bonjour à tous, avant de présenter notre démarche, je vais évoquer 4 problématiques concrètes qu'on a pu rencontrer et qui explicitent aussi la manière dont on a été challengé. C'est des problématiques qu'on a entendues du coup dans les projets précédents, mais je trouve qu'il est intéressant de rappeler. La première problématique, ça a été déjà les freins liés à la culture du soin en EHPAD. L'EHPAD, c'est un lieu de soins avant tout, à premier abord, pour beaucoup, et notamment pour les équipes en interne, c'est une extension de l'hôpital. Il faut savoir aussi que l'EHPAD à Lorme, il est rattaché à l'hôpital. Donc, il y a une confusion aussi de la part des habitants sur l'établissement. Et aussi, de fait, le caractère urgent du changement est souvent associé à des problématiques de parcours de soins, que ce soit pour le personnel comme pour les familles. Et les projets qui ne sont pas directement rattachés ou liés aux soins sont souvent, trop souvent perçus comme secondaires. C'est une première problématique, un premier frein. Le second, c'est aussi le choc des cultures entre la méthode design et l'encadrement qui est assez normatif, le fonctionnement assez hiérarchique des EHPAD et a fortiori d'un EHPAD public qui était notable. Aussi, le troisième point, c'est les ressources tant en interne qui sont très contraintes et qui rendent difficile aussi l'engagement des équipes sur le terrain dans ce type de démarche. Et le quatrième point qui est ce qu'on entend depuis le début, c'est les représentations négatives qui pèsent sur les EHPAD et sur la vieillesse dépendante en France de manière plus globale, qui nous ont progressivement tous amenés à invisibiliser ces établissements et ces habitants. Et ça, c'est des défis qui étaient assez importants à prendre en compte pour les projets qu'on allait mener. Donc, en ce qui concerne notre démarche, donc à la suite de notre travail d'immersion et de veille, on a pensé et proposé diverses idées de projets à expérimenter qui nous semblaient intéressantes pour renouer justement ce lien entre le territoire et l'EHPAD. Mais en présentant ces idées aux acteurs sur place, on s'est assez vite rendu compte qu'on n'allait pas, que plutôt que de chercher à prototyper ces projets-là, valait mieux chercher à prototyper le cadre qui allait permettre de faire émerger ces projets sur place. Et ça, pourquoi ? Parce que la nature des projets, le rythme des projets, la fréquence de cette nouvelle programmation qu'on allait penser, elle allait dépendre de beaucoup de caractéristiques propres à l'établissement et au territoire, c'est-à-dire dépendre des spécificités de l'établissement, son environnement spatial, humain et aussi la direction de l'EHPAD, de l'établissement. Ça allait dépendre de l'appétence des équipes en interne pour les projets qu'on citait et qu'on avait imaginés à la suite d'ateliers. Et ça allait aussi dépendre de la capacité et de la disponibilité des acteurs internes et externes, en tout cas locaux, pour porter ces projets et pour les animer. Du coup, ça faisait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc, la solution qu'on a travaillée et expérimentée sur plusieurs mois, c'est ce qu'on appelait le Café des projets, qui est un format de rencontre régulier qui permet de réunir les habitants de la maison de retraite
avec les acteurs du territoire qui souhaitent s'engager pour construire la programmation de la vie locale avec l'EHPAD et à l'EHPAD. Et donc, côté habitant, ça prend en compte les équipes, les résidents, les proches, les familles. Et côté acteurs du territoire, on prend en compte les agents de la commune, des CCAS, les écoles, les centres de loisirs, les associations culturelles et aussi les habitants volontaires du village. Du coup, j'ai complètement oublié de passer les quelques slides qu'on avait. Et donc, on a déterminé trois natures de projets différentes à mener. Donc, les projets qui seraient dédiés à l'interne versus les projets déjà existants sur le territoire qui pourraient être relocalisés au sein de la structure, dans les murs de l'EHPAD, et des projets inédits qui seraient à construire avec les habitants, avec les équipes, et à réaliser vraiment avec l'EHPAD. Et pour finir, pour nous, les enjeux pour pérenniser une telle démarche, ils sont multiples. J'en citerai peut-être que deux. Le principal pour ce type de démarche, c'est tisser un lien fort entre la commune et l'EHPAD, pour que ça ne soit pas qu'un projet de l'institution, mais bien un projet de territoire au sens large. Et puis l'autre point qui est important, c'est accompagner les équipes dans une approche plus large que l'approche traditionnelle du soin, mais de considérer que la qualité de la vie sociale, c'est aussi important que le soin, l'acte de soin en lui-même. Merci beaucoup, merci à vous pour ce beau projet. Deux points peut-être en complément, puis on va aussi dialoguer avec vous. Vous le disiez, c'est important en tous les cas sur des communes comme la vôtre. Le dialogue avec le territoire, il se fait aussi avec l'autorité. Vous dites qu'il y a une personne centrale qu'on oublie un peu, c'est la secrétaire de la mairie. Parce que c'est celle qui connaît tout le monde, c'est celle qui a les contacts de tout le monde, et une fois qu'elle est engagée dans l'affaire, elle ouvre vraiment une arborescence d'intervenants très important. Donc il faut bien aussi, l'intérêt de ces démarches, c'est d'identifier aussi les bons relais. Et puis derrière, on l'a vu, il y a plein de projets qui se sont mis en place. Alors il y a une chanteuse lyrique qui intervient de temps en temps, qui fait des récitals à l'intérieur pour les gens et pour l'extérieur évidemment de l'EHPAD. Il y a une AMAP, il y aura bientôt un ciné-club, il y a des associations qui sont hébergées, il y a un projet de microbrasserie sur des locaux qui sont les locaux de l'EHPAD aujourd'hui qui ne sont plus employés. Peut-être une question sur, j'aurais envie de dire, les difficultés que pose néanmoins encore cette démarche de dialogue, d'échange. On le voit, hein, on est sur un territoire rural assez innovant, assez engagé, donc on se dit que ça marche bien, que l'émulation se fait. Avec le recul, quelles sont encore les limites, les difficultés d'une telle approche, d'un tel dialogue ? Je peux répondre, Chloé, si tu veux, tu peux compléter. Comme vous le disiez, on est sur un territoire avec un maillage associatif assez dense et du coup, il se passe plein de choses. Il y a plein d'initiatives locales qui sont là, qui vivent. Du coup, c'est propice pour faire des choses, pour essayer de mettre en place des choses. Il y a aussi déjà le village qui est assez... qui connaît qui est déjà inscrit dans cette démarche d'innovation parce que faisant partie déjà de la démarche petit village du futur. Du coup, ça bouge. Il y a des bonnes des énergies, c'est dynamique. Par contre, malgré tout, c'est pas pour autant que c'est aussi simple, que ça a été aussi simple que ça à mettre en place. Et que ça peut se faire en un claquement de doigts, bien au contraire. Malgré le fait qu'il y ait des initiatives des habitants très volontaires, en fait, ils ne peuvent pas être de tous les fronts, ils ne peuvent pas être bénévoles pour tout et se multiplier au niveau de tous les projets qu'ils mènent. Et côté professionnel de l'EHPAD, je pense que c'est ça aussi un peu les freins qui ont été évoqués, c'est que voilà, les équipes internes qui sont vraiment au quotidien auprès des résidents ne sont pas les personnes les plus disponibles. Elles ont d'autres préoccupations que celle de s'inscrire dans ce type de démarche qui prend aussi du temps, qui leur prend du temps, de l'énergie. Et du coup, quelque chose qu'il faudrait travailler aussi, c'est faire en sorte de faire comprendre nos équipes et de leur légitimer ce temps qu'elles pourraient mettre à disposition. Se dire que si hiérarchiquement,
je veux dire, si la hiérarchie, la direction de l'EHPAD ne dit pas clairement aux professionnels qu'elles peuvent faire des choses, qu'elles peuvent se permettre de prendre 1 heure de temps en temps pour se donner le temps de faire les choses, en fait, les équipes ne le feront pas par elles-mêmes. Du coup, c'est aussi comment on intègre dans les fiches de poste ou dans le temps de travail des équipes ce temps dédié à ce type de projet, qui est important aussi. C'est d'autant plus important qu'on avait hier une expérience dont on parlait sur le GHU, sur le 20e arrondissement de Paris, c'est un établissement psychiatrique qui était concerné, où une des problématiques d'engagement des professionnels, c'est qu'ils n'habitaient pas le quartier. Donc en fait, ils ne connaissaient pas ce quartier. Là, vous avez des gens qui, parce que commune rurale, habitent beaucoup aussi. Donc ils sont bénéficiaires des deux côtés en fait aussi. Donc c'est aussi peut-être un levier d'émulation sur lequel il peut être intéressant de travailler. Une question qui est posée, le conseil départemental met-il en œuvre ce type de démarche à l'échelle du département, sur d'autres établissements? Est-ce que c'est prévu ou engagé? Oui, enfin, on essaye de le travailler. On avait proposé au cabinet vraiment de présenter la démarche à l'ensemble des directeurs d'EHPAD qu'on réunit de manière régulière sous la forme de conférences des directeurs pour déjà commencer à leur proposer, à leur présenter la démarche. Et puis, le cabinet aussi a proposé une méthode de reproduction, enfin en tout cas un site internet qui permet d'avoir les outils, de mettre à disposition les outils qui ont été utilisés sur l'Orne pour essayer de reproduire une telle démarche. Après, comme on l'a dit, il est nécessaire de mobiliser aussi les mairies, les maires des petites communes. Et donc ça, c'est le travail de notre président qui a été nouvellement élu et qui était anciennement vice-président à l'autonomie, donc ça tombe bien, et qui, dans son travail aussi politique de lien avec les communes, sensibilise ces acteurs-là à l'importance de l'EHPAD dans le tissu local et la possibilité d'en faire autre chose qu'un lieu de soins et un lieu fermé. Question, y a-t-il un projet plus particulièrement tourné sur le développement du bénévolat au sein de l'EHPAD qui pourrait compléter ce projet aussi, de faire en sorte que les résidents puissent aussi de l'EHPAD devenir aussi bénévoles? Alors, de souvenir, dans l'EHPAD, il y avait déjà un petit comité de bénévoles qui aide régulièrement au quotidien les professionnels. Donc, nous on n'a pas créé ce type de comité. Par contre, on a encouragé la participation de qui le veut au Café des projets, qui est ce rendez-vous mensuel. Tout le monde peut y prendre part, y participer. En fait, c'est ça l'objectif. Autant les acteurs que des acteurs socioculturels, que des représentants des agents de la commune, que des habitants qui auraient une idée, une envie pour réaliser des choses ou donner du temps ou donner des idées. Ce format est très ouvert. Petit retour vers mes deux co-animatrices et intervenantes dans ce studio. Diane, qu'est-ce que vous inspire ces projets? Est-ce qu'il y a là aussi un regard, une question complémentaire que vous voudriez adresser? Oui, merci Régis. Alors, plus qu'une question, c'est davantage une réflexion, enfin un retour sur les deux projets que je souhaiterais faire. C'est que finalement, ces deux projets, ils ne se terminent pas. Étonnamment, ils ont une vie après, et c'est ça que je trouve intéressant, aussi bien pour l'EHPAD Compimpin avec la directrice de l'EHPAD l'expliquait, c'est qu'il y a une vie après et il y a des aménagements encore qui vont avoir lieu. Et donc finalement, je trouvais intéressant cette espèce de poursuite, même après finalement ce travail qui avait été réalisé par la designeuse. Du côté du conseil départemental de la Nièvre, vous mettiez dans le rapport qu'une chargée de mission avait été identifiée au sein du conseil départemental pour accompagner les directeurs d'EHPAD qui souhaitaient s'inspirer de ce projet et de cette expérience. Et donc voilà, donc c'est ces deux projets qui sont riches aussi, puisqu'il y a une continuité, et c'est ça que je trouve intéressant. Et finalement, donc c'est ça le design, c'est aussi ça le design, je dirais, c'est de pouvoir impulser, de pouvoir transmettre des outils, mais également de leur donner une vie après.
Fanny, pour compléter votre regard sur ces belles idées et belles initiatives. Oui, alors il y a plusieurs choses. Les projets sont très différents, mais je trouve que ce qu'ils partagent, c'est d'abord une approche très très pragmatique. Et ça, je crois que c'est un point qui est vraiment important et intéressant dans la démarche du design. Dans le premier projet, cette question du lien entre le lieu et l'identité, de rappeler en effet qu'on est un peu là où on habite et ce qu'on habite, et là aussi comment est-ce qu'on continue à faire partie de son territoire, c'est important. Et dans les deux cas, il y a aussi cette idée de, au-delà de résoudre des problèmes, parce qu'on peut avoir qu'une approche par problème, mais il y a cette idée de comment est-ce qu'on va être capable de créer de l'envie, du plaisir, et dans le premier cas, de voir comment est-ce qu'on va être capable de mobiliser l'essence pour créer du sens. Je trouve que c'est intéressant et qu'on a souvent dans les EHPAD cette idée de la stimulation sensorielle qui est presque une fin en soi, quoi. On va stimuler pour maintenir des compétences, alors que là on dit bah non, peut-être qu'on va être capable de stimuler pour autre chose, pour se repérer, et que ça va vraiment dans la logique domiciliaire, dans cette idée de faire des choses qui ont du sens pour les personnes. C'est vraiment très important. Sur la question de la forme, c'est peut-être un détail, mais vous avez sans doute vu, Florence, la façon dont elle a présenté son projet, qui partait du point de vue des personnes, et tout l'aspect présentation de verbatim, de resituer en fait, l'expérience qu'on peut avoir en tant que personne. Je trouve que ça contribue à cette question de comment est-ce qu'on va s'intéresser non pas au lieu ou au problème, mais à ce qu'on vit, et comment est-ce qu'on va être capable de designer non pas des lieux ou des services, mais une nouvelle expérience. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et dans le deuxième cas, je me dis, voilà, quand on se pose les bonnes questions, et cette question de on peut faire plein de choses pour ouvrir l'EHPAD, et plein de choses pourraient paraître anecdotiques d'ailleurs, mais là on se dit qu'est-ce qui empêche cette ouverture, et finalement quelle est la bonne idée, et là l'idée elle coûte rien, j'allais dire, elle ne coûte pas d'espace, elle ne coûte pas d'aménagement, c'est la création d'un espace immatériel qui permet l'émergence de projets. Ça je trouve que c'est une idée qui est aussi très forte. Moi j'aime bien cette phrase, c'est de dire que finalement faire mieux en EHPAD, c'est peut-être pas faire plus, c'est sans doute faire autrement. Et donc de voir comment est-ce qu'on va être capable de mobiliser des forces qui existent déjà pour que ça bénéficie au plus grand nombre et dans une approche un peu win-win. Ça, je trouve que c'est vraiment la force de ces projets. On voit que tout ça ne coûte pas forcément très cher, si ce n'est... c'est des idées, quoi. Je voudrais vous faire réagir en complément, Fanny, et pour prendre un peu de perspective. C'est un commentaire qui nous est arrivé sur l'ensemble de ces projets. Je vous le lis. Ce qui est affligeant, c'est que nos institutions, nos établissements, les professionnels que nous sommes, n'ont pas su mettre à l'œuvre l'ambition de la loi de 2002, 20 ans pour en être toujours là. Le pas de côté qu'apporte la démarche de design social est nécessaire pour sortir de nos présupposés et préconceptions. Le travail social, le soin, s'est trop enfermé dans une approche psychologique, psychanalytique, au détriment des questions sociales, sociétales, de citoyenneté effective, d'émancipation. Parfois, il faut tout simplement question de bon sens que nous avons perdu. Soyons optimistes et enthousiastes, il y a des pistes à explorer. Comment vous réagissez à ce témoignage qui aussi interroge la manière dont, pendant 20 ans, on a peut-être enfermé l'EHPAD dans ce que vous appelez par ailleurs une solution EHPAD, et qui devient lieu un peu aussi de standardisation, de dépersonnalisation, de désorientation aussi? C'est un trait d'humour un peu noir, mais j'ai une amie qui dit c'est la solution finale. Enfin, il y a quelque chose un peu autour de cette idée-là. Je pense que la question de l'environnement qui est très contraint et génère cette idée de fabriquons une solution qui marche bien, enfin suffisamment bien en tout cas. Et là, c'est clair. Alors peut-être que la crise sanitaire a créé une accélération, mais on voit bien un peu qu'on arrive un peu au bout. Et alors c'est vrai, ça prend du temps. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de chemin qui a été parcouru en 20 ans. Sinon, on n'aurait pas ce type de prise de conscience et de prise de parole aujourd'hui. En fait, je pense que c'est un chemin qui se fait pas à pas. Voilà, la création du laboratoire des solutions de demain à la CNSA, la mobilisation de plus en plus d'étudiants en architecture sur ces sujets-là. On voit bien qu'il y a une prise de conscience qui est liée aussi à un contexte démographique, mais voilà, je sais pas. Il y a différentes idées fortes qui reviennent dans ces projets. L'une, c'est qu'en effet, c'est des lieux qui ont été un peu pensés au début pour soit des lieux qu'on oublie un petit peu. On oublie qu'ils existent, on oublie ce qui se passe. Et ils reprennent visibilité, ils reprennent existence dans le territoire même. Et puis, il y a un autre enjeu, et peut-être que là-dessus, le design a un rôle important,
c'est qu'il redonne une dimension modulaire au projet. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Marine, c'est un lieu de soins, mais on en fait aussi un lieu de vie. Et vous le dites aussi, il faut différencier l'offre d'accompagnement de l'offre d'habitat et pas essayer justement de pouvoir aborder, Denis le disait aussi, dans ces établissements, ce qui est compliqué, c'est qu'on revient toujours aux soins, à l'essentiel, aux critiques d'une certaine manière. Et du coup, on perd le temps et la capacité d'agir sur d'autres points. Est-ce que le design peut justement aider dans la pensée, dans l'organisation de ces établissements, à avoir cette pensée peut-être plus modulaire et à investir, s'autoriser, je dirais, à investir d'autres aspects, d'autres dimensions? Alors c'est clair qu'en termes de visibilité, alors ça a été une triste visibilité de la crise sanitaire, les EHPAD, voilà la façon dans laquelle ils ont été vus. Alors c'est un lieu de vie et un lieu de soins. Moi j'ai envie de dire c'est un lieu de vie dans lequel il y a du soin, ce qui est un petit peu différent. Et je pense que la crise sanitaire, elle nous a tous interrogés personnellement sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Est-ce que c'est notre santé physiologique, la sauvegarde et ça, je pense que chacun a une réponse très personnelle à apporter, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Ou est-ce que c'est la santé psychique, le fait d'être avec ses proches? On voit bien là, je pense que les questions qui se posent en EHPAD, elles se posent en ce moment à l'ensemble des citoyens que nous sommes et elles nous interrogent sur quels sont les choix qu'on fait. Et je me dis que le fait qu'on se le pose, le fait aussi qu'on ait été tous confinés, comme si on avait tous vécu dans une unité protégée pendant le temps du confinement, on s'est dit mon Dieu, cet enfermement, ça génère beaucoup de troubles. Enfin, il y a une prise de conscience qui est globale. Et finalement, par rapport à tous ces projets, on arrive à la question, je parlais du sens tout à l'heure, mais peut-être qu'il serait plus fondamental, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça a l'air simple comme question, mais est-ce qu'on veut faire un EHPAD? Est-ce que c'est une fin en soi? Ou est-ce qu'on veut accompagner le plus dignement possible des personnes jusqu'à la fin de leur vie? Si on reformule cette question de qu'est-ce qu'on veut faire, alors on va se dire qu'est-ce qui est essentiel pour ces personnes? Et là, moi, je ne sais pas répondre, et comme je le disais, c'est sans doute très différent pour vous, moi, ma grand-mère, mais à partir du moment où on va s'intéresser à ça, alors on va se dire pourquoi on veut le faire, quel sens ça a et comment on peut le faire. Et du coup, cette question du comment, EHPAD ou pas EHPAD d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un sujet, c'est cette question de comment on accompagne, où on habite, comment on est soigné, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, du comment, il arrive une fois qu'on est très au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a un autre point qui revient, c'est que vous êtes architecte, on voit des designers, des anthropologues aussi, il y a aussi des sociologues dans les projets qui sont engagés. Est-ce qu'il y a aussi je dirais un lien de collaboration à inventer entre vous les acteurs qui accompagnez les EHPAD, pour aussi que vous ayez une pensée qui circule entre les designers, entre les architectes, on verra tout à l'heure des philosophes aussi intervenir, et que finalement vous accompagnez les étapes d'une pensée qui soit aussi un peu commune et collective? Alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, la culture de silo, où chacun dans son domaine d'expertise, on a des gériatres qui font des projets de soins, on a des architectes qui font des projets architecturaux, et chacun dans sa bulle, ça contribue un peu à faire un millefeuille qui a du mal à créer du sens pour les personnes qui y vivent. Et que pour moi, je dis, l'architecture, c'est pas une fin en soi. Enfin, on n'est pas là pour faire de la façade, on est là pour créer quoi? Des espaces pour faire quoi? Pour que des gens y vivent. Donc en fait, le projet d'accompagnement et le projet architectural, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Et face à ça, en tant qu'architecte, on est quand même très démunis et on n'a pas forcément le temps, ça ne fait pas forcément partie de nos missions sur qu'est-ce qui est essentiel pour les gens, comment on travaille. Et si on veut que ça devienne un vrai lieu de vie, je parlais de changement culturel, l'architecture, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Et cette association, et d'ailleurs je peux en parler d'autant plus librement que depuis 1 an, je collabore avec Florence Mathieu qui était là et je vois toute la richesse que ça produit, c'est que tout d'un coup, on est capable, ensemble, avec notre complémentarité de regard, de proposer une offre d'accompagnement unique et qui permet à 360 degrés en fait, d'accompagner l'établissement dans la totalité de sa transformation sans qu'il ait à superposer des choses au milieu d'une complexité qui est déjà très très grande pour lui. Et à ce titre-là, il y a une thèse qui vient d'être publiée de Marketa Figueroa, qui est anthropologue à l'école de design de Nantes, qui vient justement de paraître sur comment est-ce que ces binômes, architectes-designers, peuvent aider. Là, c'était dans le cadre de l'adaptation du pavillonnaire de Jean Agé. On voit bien que cette complémentarité dans les outils, la démarche et puis après la résolution spatiale, c'est très très puissant. Et ça ne coûte pas très cher. Enfin, alors, il y avait un intervenant qui disait c'est du luxe. Ça, je pense qu'on a un vrai travail à démonter en fait, les représentations parce que coûte cette expertise à l'échelle de la reconstruction d'un EHPAD? Moins d'1%. Rien du tout. Mais par contre, ça va tout changer.
Merci pour tout. Merci à vous, Fanny. On vous retrouvera tout à l'heure pour la conclusion de cette demi-journée. On prend une courte pause et on se retrouve après pour notre dernière session. Ça portera sur la thématique comment renforcer les interactions dedans et au dehors de l'établissement en associant les personnes concernées. 4 derniers projets et évidemment vos questions, vos commentaires, toujours précieux, toujours utiles. On se retrouve dans quelques instants.